Bonjour à tous, aujourd'hui, comme promis dans une ancienne vidéo de l'année dernière, oui j'ai oublié un truc, j'ai oublié de vous souhaiter bonne année, bonne santé à tous, heureux de vous retrouver dans le JT Pop. Voilà, je démarre comme d'habitude de manière foutraque, de manière bordélique. Aujourd'hui, top 10 des meilleurs films de 2023, des meilleurs films sortis en 2023 dans les salles. J'avais fait une vidéo sur les vieux films que j'avais découverts et que j'avais beaucoup aimé, beaucoup apprécié, qui m'avaient touché, intéressé. Là, c'est les 10 films que j'ai vus en salle. Ou alors je vais pas vous mentir, hein. J'en ai pas vu beaucoup, donc mon top 10, il est un peu bizarre, hein, un peu étonnant. Mais c'est les 10 films qui sont sortis cette année en salle, en VOD et sur Netflix. Donc aujourd'hui, je vais faire la première moitié avec 5 films. Euh, c'est des films qui, vous allez voir au début, c'est pas les films les plus connus que j'ai choisis. C'est dommage parce que pas avec ça que je vais faire beaucoup de clics, mais c'est pas grave. C'est en tout cas, j'espère que ça vous donnera envie de revoir ces films. Il y a de tout, il est assez étonnant et c'est un peu pour ça que je le fais parce que c'est pas le top 5 où on va voir The Fabelman. Ça sera la deuxième partie peut-être. Je n'en dis pas plus. Mais ma deuxième partie sera beaucoup peut-être plus consensuelle parce que plus mainstream, je dirais. Mais là, pas du tout. Alors on commence avec le numéro 10. Alors j'ai préparé un petit papier parce que c'est beaucoup de films asiatiques, donc beaucoup de noms que je vais écorcher malheureusement. Et j'aime pas ça, mais bon, pas vraiment, pas le choix. Donc on va parler donc du numéro 10 avec Saturne à Séoul de Kim Jin-woon. Alors, Kim Jin-woon, vous connaissez J'ai rencontré le diable, vous connaissez Le bon, la brute et le cinglé, et vous connaissez A Bittersweet Life ou Deux sœurs. Voilà. C'est un réalisateur de genre qui a eu une petite baisse de régime à un moment donné, qui a fait, je crois, un ou deux films sur Netflix. Un remake d'un manga. Et là, il revient. Il avait fait aussi un chef-d'œuvre. Alors là, je le dis. Excusez-moi, je m'éparpille, hein, mais je défends ce réalisateur avec cœur. Il a réalisé un chef-d'œuvre absolu qui s'appelle The Age of Shadow avec Song Kang-ho, qui est un film d'espionnage entre la Corée et le Japon, qui est absolument exceptionnel, d'une élégance incroyable. Parce que voilà, c'est un grand réalisateur, c'est un réalisateur qui d'un vrai raffinement et ce qui est intéressant avec Saturne à Séoul, c'est peut-être un peu un portrait de lui-même. Alors Saturne à Séoul est distribué par Joker, le distributeur de tous les grands films coréens actuellement, puisque Parasite c'est eux. Ils ont sorti un coffret exceptionnel de The Host et je crois que Memorial Murder aussi. Et puis tout, ils font beaucoup de l'asiatique. Ils ont sorti énormément de films japonais et chinois. Donc vraiment ils ont ressorti le Wong Kar-wai. Je vais arriver à parler. Donc ça tourne à Séoul. Revenons au film. Qu'est-ce que ça raconte? On est en 1970. La Corée est en pleine dictature. Un réalisateur euh, décide de retourner la fin de son film puisqu'elle ne lui plaît pas. Donc il va s'enfermer dans un studio avec ses acteurs et, euh, et il va essayer de se protéger contre la censure, contre les producteurs et contre son personnel lui-même. En fait, il va devenir lui-même une sorte de petit dictateur.
C'est un film passionnant parce que justement c'est l'envers du décor, c'est l'envers du décor pendant une période un peu trouble, et c'est l'envers du décor dans un pays dont on n'a jamais vu vraiment comment se passer les tournages de films. Donc, pour tout ça, le film mérite d'être vu. C'est une comédie qui peut faire penser au cinéma italien des années 60, 70, et parce que on rit beaucoup au début, il y a des gags, c'est trivial, c'est voilà. Et puis petit à petit, le film devient sérieux et devient plus sombre. C'est un film formidable. Le film, j'ai l'impression, est passé un peu inaperçu. Moi, j'avoue que dès que j'entends un mot coréen, bim, j'y vais. Et quand j'entends Kim Jin-woon, j'y vais aussi. Alors, je crois que le film n'est toujours pas sorti en VOD. Je l'ai découvert en salle, je crois que c'était en octobre. Et donc, il devrait pas tarder. Et vraiment, vraiment, c'est un grand film à découvrir. Donc, ça tourne à Séoul de Kim Jin-woon avec l'excellent Song Kang-ho. Alors, Song Kang-ho, c'est le plus grand acteur coréen du Sud, parce qu'il ne faut pas oublier que la Corée est séparée en deux parties. Donc, Song Kang-ho, il a eu le prix d'interprétation pour La Belle Étoile, je crois, de Hiro Koreeda. Et on le voit dans Memory of Murder, The Host, Parasite. Donc voilà, c'est un peu la figure de proue du cinéma coréen. Absolument voir ce film, ça tourne à Séoul. On va passer au numéro 9. On reste dans l'Asie, mais bon là, on va en Chine, Hong Kong, et on va parler de Limbo. Alors, c'est des films sortis en salle. C'est un film qui a quand même plusieurs années, je crois 2-3 ans, qui est déjà sorti en salle à Hong Kong. Et nous, il a fallu un certain temps, il a fallu qu'il soit distribué ou diffusé dans plusieurs festivals. Mais en plein été, je crois qu'il est sorti en juillet, on a pu voir Limbo de So Chang. Alors je vous donnerai pas le nom des acteurs parce que je les connais pas et que je veux pas écorcher leur nom. Alors qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire d'un jeune policier qui intègre une brigade tenue par des vétérans. Et il va arriver ce qui va arriver, c'est qu'il y a un tueur en série qui est dans le coin. Et un tueur en série pas piqué des verres parce que il est assez atroce dans ses crimes, assez crapuleux, et ils savent plus comment faire, et ils décident de prendre une délinquante pour servir d'appât. Et je n'en dirai pas plus. Ce que je vous dirais, c'est que formellement, visuellement, c'est l'une des choses les plus belles que j'ai vues. Le film est tourné en noir et blanc, et le film, il pleut beaucoup. Alors, visuellement, c'est un mélange de Seven et de Sin City. Il y a quelque chose dans le traitement qui n'est jamais réaliste, et pourtant l'histoire est ultra réaliste. Voilà, et tout le film passe à travers la mise en scène de Shao Chang. Alors Shao Chang, pour les amateurs du cinéma asiatique, il est connu pour un film alors, qui était aussi d'une sacrée violence et d'un sacré pessimiste, qui était Dog Bite Dog. Et puis il a fait plusieurs films aussi. Je crois qu'il y a un film qui s'appelle Butterfly Kiss. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui fait des films radicaux, mais toujours tenus par sa mise en scène. Il a été aussi, je crois, produit par Johnny To, et il avait réalisé un film qui s'appelait Incident, où il racontait un tueur, le parcours d'un tueur qui tuait ses victimes toujours de manière à ce que ça ressemble à un accident. Donc film passionnant aussi. Et donc Limbo, c'est ce qu'on appelle une belle baffe dans ta gueule. C'est du polar noir, sans concession, avec plein de retournements de situation, et surtout c'est de savoir qui est vraiment le héros du film. Et là, voilà, il va très 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 loin, et ça, c'est limite choquant, mais c'est un film sublime. Voilà. On va passer au numéro 8. Alors on retourne en Corée
Je me suis fait vraiment plaisir avec les titres, hein. Et les titres et les noms, parce que là, c'est Projet Wolf Hunting de Kim Wong-Sound. J'espère bien le prononcer. Et puis, de toute façon, je suis pas sûr qu'ils regardent la vidéo, donc ils me feront pas un procès. Donc, là, c'est sorti par ESC, qui avait déjà sorti Sadness et qui ont décidé de sortir presque des films de type, je dirais de type, parce que c'est pas vraiment des catégories 3, mais des catégories 3, c'est-à-dire des films d'horreur extrêmes, violents et gore, absolument. Donc, Projet Wolf Hunting de Kim Hong-Sound, c'est l'histoire d'un bateau, alors je crois que c'est Thaïlande ou Taïwan, je sais jamais, de prisonniers coréens qui doit être... c'est un bateau où certains prisonniers sont expulsés du pays et sont ramenés en Corée. Ces prisonniers décident de s'évader. C'est la lie de la société. C'est les pires. Hein. Et bien sûr, dans les gardiens, il y a des hommes et il y a des femmes, hein, parce que sinon, ce serait pas drôle. Mais dans le bateau même, il y a aussi... Alors, je vais en dire le moins possible pour pas divulgacher, comme on dirait au Canada. Il y a une sorte d'entité qui va se réveiller. Et donc, le film va se transformer en véritable carnage. Alors, rien que déjà l'idée des prisonniers qui s'évadent dans un bateau, ça aurait pu faire un long métrage. Mais ce qu'il y a de formidable, c'est la générosité du réalisateur qui veut toujours en rajouter, peut-être un peu trop. Mais alors, on ne s'ennuie jamais. C'est du. Alors, je vous répète, hein, moi je l'ai vu un dimanche matin avec une amie. Le film vous réveille. Hein, il ne fait pas dans la dentelle. Mais alors, on ne s'ennuie pas une seconde. Il se passe toujours quelque chose. Les héros ne sont toujours pas qui on pense. Petit à petit, c'est tellement bien écrit qu'il y a des twists, mais qui sont pas là pour faire joli ou pour faire rebondissement pour rebondissement, non, qui sont là pour raconter aussi vraiment quelque chose. Et vraiment, c'est vraiment à voir, mais il faut avoir le cœur accroché. Voilà, donc c'est le numéro 6, non, le numéro 8, pardon, je dis n'importe quoi. C'est le projet Wolf Hunting, donc ça encore coréen. Les films que je vous parle, je ne sais pas s'ils ont de version française. Je préfère le signaler, car je les ai vus en salle et les 3 avaient été en version originale sous-titrée. Donc voilà, j'espère que ça ne vous refroidira pas. Mais en tout cas, si vous aimez le cinéma de genre, et le cinéma de genre qui décoiffe, bon, ça tourne à Séoul, peut être vu comme un film de genre. Je n'en dirai pas plus. Donc ça tourne à Séoul. Limbo et Projet Wolf Hand, films asiatiques, sont des films pour vous. Alors, on revient en France, mais c'est un film qui se passe à Thaïlande, donc on reste dans l'Asie. Et je vais parler de Farang de Xavier Jans avec alors j'ai toujours mon petit papier hein, parce que voilà, alors avec Nassim Leyes, Laurine Nounet et Olivier Gourmet. Alors, c'est l'histoire d'un jeune de banlieue qui sort de prison. Et dès qu'il sort de prison, je veux dire, les amis de, de son quartier décident de le prendre avec lui pour qu'il redevienne un dealer. Lui, il veut rentrer dans le droit chemin. En prison, il a découvert les arts martiaux. Et donc, il sort dans la rue, il est poursuivi par ses amis en moto, il se cache dans un immeuble désaffecté, et malheureusement, il va se battre avec un voyou, et le voyou va mourir. Et donc, quelques années après, on le retrouve en Thaïlande, où il est avec, il a une femme, une petite fille, et il tient une paillote. C'était le mot que je cherchais. Il tient une paillote et il fait des combats clandestins pour gagner sa croûte et surtout pour s'acheter sa propre paillote parce que c'est pas la sienne.
Et puis un jour, des gens vont venir et vont massacrer sa famille et lui enlever sa fille. Lui, il va être dans un état pas possible, et il va être soigné et il va vouloir se venger. Postulat simple, basique, mais alors le réalisateur, c'est donc Xavier Jeance qui a déjà réalisé Frontières, qui avait réalisé un film, un post-apo poisseux, dégueulasse, qui s'appelait The Divide, qui a travaillé surtout sur une série qui s'appelle Gang of London, avec Gareth Edwards. Hein, je ne veux pas dire de bêtises, parce que je confonds toujours avec le réalisateur de Monster, mais je vais dire Gareth Edwards, le réalisateur de The Raid. Et sur la série, il a rencontré un coordinateur des cascades et des combats. Et ce qui lui a permis, lui, et c'est pas moi qui le dis, c'est Xavier Jeance lui-même, d'apprendre comment on réalise des scènes de combat et des scènes d'action. Et on voit à l'image qu'il y a vraiment une différence entre ses premiers films et celui-là. Il avait déjà réalisé Hitman, production Besson, qui était complètement dégueulasse, pourri. Et en plus, on lui avait cassé son director cut parce que on le trouvait trop violent. Et du coup, là, vraiment, il a un budget confortable. Les scènes d'action sont superbes. Ça ressemble beaucoup à The Raid, hein, faut pas se le cacher. Mais il arrive à garder sa propre patte. Et il y a quelque chose d'assez naïf, d'assez romantique, qui transpire de son film, qui est pas désagréable. Naïf ne veut pas dire cucu la praline. Ça veut dire qu'il y a un côté premier degré tout le long du film qui est agréable. L'acteur Nassim Leyes, alors Nassim Leyes, c'est un acteur particulier puisque il est surtout connu pour ses couillonnades qu'il fait pour Netflix, genre En passant pécho, ou le dernier film, je sais plus lequel, qu'il a tourné, où c'est des comédies, mais ça va loin, c'est gras, c'est dégueulasse. Moi, j'aime pas du tout. Il a toujours les cheveux longs, un bouc, une barbe. Et là, pas du tout. Il change de tête. Il a vraiment un vrai charisme. Et excusez-moi, je sens que je vais éternuer. Donc, une vidéo où j'éternue, ça vaut le coup. Voilà. Et il a vraiment une tête, excusez-moi, il a vraiment une tête charismatique et une vraie profondeur dans son jeu. C'est une sorte de Jean-Claude Van Damme, mais qui aurait un vrai jeu d'acteur. Donc il est vraiment intéressant. Et puis face à lui, il a un méchant. Et un méchant, ça fait toujours le sel du film. Et là, le méchant, c'est quand même Olivier Gourmet. Voilà. Et puis on va finir avec le preneur de rats, Ratcatcher, de Wes Anderson. Alors, Wes Anderson, cette année, a réalisé plusieurs courts-métrages pour Netflix, adaptés de Roald Dahl. Alors, j'avais fait une vidéo dessus, il en a fait 4. Les 4 sont une merveille. Les 4 sont des petits chefs-d'œuvre. Je voulais en choisir un, parce que j'aurais pu faire la collection Wes Anderson, Roald Dahl, les mettre tous. Voilà, tous sont sublimes et tous sont d'une créativité, d'une grande inventivité qui mérite d'être vue. Mais le preneur de rats m'a beaucoup plus intéressé parce qu'il y a une part de fantastique dedans. C'est un type qui arrive dans un petit village et qui propose ses services car il sait qu'il y a des rats dans la ville. Alors pourtant, ils n'ont pas encore attaqué. Et il va essayer à tout prix de démontrer qu'il y a des rats dans la ville. Et à force de vouloir démontrer qu'il y a des rats dans la ville, les rats vont venir et il va combattre les rats. J'en dirai pas plus. Ce qui est intéressant, c'est le parti pris de Wes Anderson. Il prend un parti pris qui est de donner le texte intégral de Roald Dahl. Donc parfois, les acteurs font des apartés où ils expliquent « j'ouvre une porte ». Donc ça donne quelque chose de littéraire et de théâtral qui sont assez passionnants. Et ils jouent de la théâtralité puisque on voit les décors qui bougent, on voit même les techniciens qui passent à apporter quelque chose. Donc ça dit quelque chose aussi du cinéma, ça dit quelque chose du merveilleux du cinéma. Et pendant tout le long du film, Wes Anderson
va essayer de nous montrer un rat qui n'existe pas à l'écran. Je trouve ça l'idée formidable. Alors je vais spoiler, hein, là, tout le long du film, il va montrer Ralph Fiennes expliquer qu'il a un rat dans la main. Donc Ralph Fiennes monte sa main et dans la main, il n'y a rien. Donc quelque chose de très théâtral, de quelque chose de... Et puis à un moment donné, le rat apparaît. Et voilà. Donc, moi, ce qui... je trouve ça innovant. Je trouve ça étonnant. Et celui-là a un côté un peu... Pour ça que je voulais en parler, il a un côté craspec, presque flippant, presque horrifique, à cause des histoires de rats qu'on verra très peu. Et c'est aussi... Qu'est-ce qui est du cinéma, qu'est-ce qui est la perception du cinéma. Donc ça pose énormément de questions en termes de spectateurs. Donc voilà, c'est vraiment bouleversant, hallucinant, et c'est vraiment à voir sur Netflix. Alors, tous les courts-métrages sont à voir. J'ai remarqué que la plupart des critiques, parce que beaucoup de critiques cette année ont fait un top 20 en mettant un court-métrage, et ils ont mis Le Cygne. J'ai plus de souvenirs du Cygne, mais j'ai fait peut-être l'erreur, c'est d'avoir enchaîné plusieurs courts-métrages les uns après les autres, et peut-être que Le Cygne est passé un peu à l'as. Mais vraiment, Le Preneur de Rats est mon numéro 6, et vraiment, c'est du très beau travail de Netflix, parce que parfois, ils essayent des choses, ils arrivent parfois à être expérimentaux, et rien que pour ça, ça mérite d'être signalé. Voilà, c'était mon top 5, ma première partie. Donc, je vous rappelle, ça tourne à Séoul, Limbo, Projet Wolf Hunting, Farang, Le Preneur de Rats, Ratcatcher. Voilà. J'espère que ça vous donnera envie de le regarder. Si vous les voyez, mettez-moi un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Et en fin de semaine ou en week-end, je vous donnerai la suite de mon top 5 qui sera beaucoup plus consensuel, beaucoup plus dans la norme, dirais-je. En tout cas, merci de m'avoir écouté, sauf pour le premier. Le premier est assez étonnant. Je tease, je fais du suspense pour que vous regardiez la prochaine vidéo. En tout cas, merci de me suivre, merci de me regarder. À bientôt!